18 millions de plants seront mis en terre. C'est l'objectif de la campagne nationale de reboisement 2024, lancée aujourd'hui par le Premier ministre. La 30e édition a pour thème « Plantons des arbres, restaurons nos terres pour la résilience des écosystèmes » avec au programme la réalisation d'un bosquet AES. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale partage avec le corps diplomatique les faits marquants de l'actualité politique du pays. Au cours de la rencontre, Abdoulaye Diop a évoqué la création de la Confédération des États du Sahel et les événements de Tinzaouaten. Le processus de digitalisation du mode de paiement des services de l'État est en marche dans les communes de Bamako. Le constat est fait dans les centres d'état civil par une mission de supervision du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation pour voir comment les populations s'adaptent à cette réforme. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dans le cadre de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, le président de la transition du Niger et celui du Burkina Faso ont dépêché leur ministre en charge des questions de défense pour venir présenter leurs condoléances au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et au peuple malien suite à l'attaque terrestre contre les forces armées maliennes à Tinzaouaten. Le Niger et le Burkina réaffirment leur soutien et leur engagement à accompagner le Mali dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Les réactions du général de corps d'armée Salifou Modi, ministre d'État, ministre de la Défense nationale du Niger, et Bintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso, au cours de ce journal. Le rôle de la Direction générale du contentieux de l'État dans la lutte contre la corruption, tel est le thème de la journée d'échange tenue aujourd'hui. Ce thème constitue un sujet de préoccupation pour cette structure qui, en dehors de sa mission d'exécution des décisions de justice, accorde une importance particulière au recouvrement des condamnations pécuniaires faites au profit de l'État. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre. On en parle au cours de cette édition. Et je le disais dans le sommaire, lancement ce jeudi à Kabala de la 30e édition de la campagne nationale de reboisement. Plus de 18 millions de plants seront mis en terre sur l'ensemble du territoire national. Un bosquet des nectars baptisé Bosquet de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel va matérialiser symboliquement la volonté des leaders et peuples des trois pays à construire ensemble un avenir radieux. La campagne 2024 placée sous le thème « Plantons des arbres, restaurons nos terres pour la résilience des écosystèmes » est lancée par le chef du gouvernement, Mamadi Koné Aliou Touré. C'est dans le bosquet dédié à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, à la cité universitaire de Kabala, que le Premier ministre a donné le coup d'envoi de la 30e édition de la campagne nationale de reboisement édition 2024 en plantant un arbre. À l'instar des autres pays du Sahel, le Mali est confronté depuis plusieurs décennies à des défis environnementaux complexes liés à la dégradation continue des ressources naturelles. Une situation consécutive à la sécheresse et aux actions qui affectent les moyens de subsistance des populations. Cette campagne a pour objectif principal de sensibiliser l'opinion nationale sur la nécessité d'investir davantage dans les actions de lutte contre la dégradation des ressources naturelles, notamment forestières et fauniques, la lutte contre la désertification, les effets néfastes du changement climatique et la perte de la biodiversité biologique. Ainsi, il est attendu au terme du programme d'activité de la campagne de reboisement 2024 la production d'au moins 18 700 plants à prédominance d'espèces locales, le reboisement d'au moins 8 000 hectares. La campagne porte aussi sur d'autres activités connexes de conservation de la nature, portant entre autres sur les actions de défense, de fixation biologique des dunes, de restauration et conservation des eaux et sols, de réalisation de cordons pierreux, de digues et diguettes filtrants, etc.
Le chef de file des partenaires techniques et financiers du groupe thématique environnement et changement climatique a pour sa part salué l'engagement du gouvernement de la transition qui a perçu l'importance de la dimension environnementale dans la quête du développement durable avant d'insister sur le rôle des communautés dans la préservation de l'environnement. Planter des arbres devient une question de survie. Les communautés, dans leur mission de gardiennes des ressources naturelles dans le monde, doivent rester non seulement vigilantes, mais aussi s'engager résolument dans la restauration du couvert végétal et des écosystèmes, tout en renforçant leur rôle crucial dans la conservation de la biodiversité et le stockage du carbone. Des approches innovantes devront ainsi soutenir la restauration des écosystèmes, notamment les initiatives de remise en état de forêts, de plantation d'arbres sur les terres dégradées. Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire de l'économie verte et résiliente au changement climatique une priorité. Le thème de cette année, mesdames et messieurs, je cite, plantons des arbres, restaurons nos terres pour la résilience des écosystèmes. Fin de citation. Ce thème est assez révélateur et plein de signification. L'analyse de l'évolution des surfaces boisées dans notre pays fait ressortir une diminution drastique et continue du couvert végétal à cause de la coupe abusive du bois, du surpâturage et la persistance des feux de brousse, des défrichements incontrôlés et l'occupation illicite des domaines forestiers classés. C'était, mesdames et messieurs, le gouvernement a adopté plusieurs politiques et stratégies, mises en œuvre des projets et programmes, élaboré des conventions locales relatives à la réhabilitation du couvert végétal. Pour améliorer la productivité des terres, accélérer la remontée biologique et renforcer la résilience des communautés. Après avoir insisté sur le rôle précieux des femmes dans la stabilisation du pays, le chef du gouvernement a invité les étudiants à entretenir les plantes et les Maliens à se donner la main pour faire face à l'ennemi commun, car, dit-il, le meilleur est à venir. Vous savez aujourd'hui le Nord qui est un enjeu. Quand je disais que l'avenir du Mali c'est au Nord, les grandes ressources naturelles c'est au Nord. Donc serrons la ceinture, battons-nous. Faites en sorte que les populations du Nord aient le sentiment qu'elles sont maliennes comme tous les autres. Toutes les grandes stratégies, toutes les guerres internationales que vous voulez, y compris la dernière bataille de Tinzaouaten, il y a un objectif, c'est le contrôle futur dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, dans 40 ans du Nord du Mali. L'assistance a eu droit à un sketch de sensibilisation des étudiants du conservatoire Balafassé Kouyaté sur l'importance des questions environnementales. Je le disais tantôt, dans le cadre de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, le président de la transition du Niger et celui du Burkina Faso ont dépêché leur ministre en charge des questions de défense pour venir présenter leurs condoléances au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et au peuple malien suite à l'attaque terrestre contre les forces armées maliennes à Tinzaouaten. Le Niger et le Burkina réaffirment leur soutien et leur engagement à accompagner le Mali dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Pour plus de détails, je vous invite à écouter le général de corps d'armée Salifou Moudi, ministre d'État, ministre de la Défense nationale du Niger, et Rintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso. Ils sont au micro de Tamsir Diabati. Notre audience a pour objet de présenter nos condoléances et notre compassion au peuple malien, aux autorités maliennes, suite à l'agression barbare, l'agression terroriste contre les Fama à Tinzaouaten. Nous avons été spécialement dépêchés par le président de la République du Niger, son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, et le président du Burkina Faso, son Excellence le président Ibrahim Traoré. L'objectif, c'est d'affirmer une fois de plus notre soutien au peuple frère du Mali
mais surtout d'affirmer une fois de plus notre solidarité, notre engagement et notre résolution à combattre le terrorisme sous toutes ses formes. C'est l'occasion, une fois de plus, bien sûr, d'afficher notre solidarité et plus que la solidarité, notre unité. Parce que dans le cadre donc, de la Confédération, comme vous le savez, l'espace AES, c'est donc 3 peuples, mais un seul et même destin. Donc le combat, il est le même au Burkina, il est le même au Mali, il est le même au Niger. Et je pense que nous ressortons véritablement enrichis des échanges que nous avons eus avec son Excellence, Monsieur le Président du Mali, et surtout sur notre détermination commune, ferme, à donc faire face à toutes les adversités. Bien sûr, face aux barbares, aux terroristes qui endeuillent nos peuples, mais également face à leurs parrains et tous ceux aujourd'hui qui sont donc tapis dans l'ombre, qui tirent les ficelles, et surtout donc pour pouvoir faire avancer leurs intérêts dans nos États. Donc cette solidarité-là et cette unité se réaffirment, se consolident, et donc je pense que c'est vraiment quelque chose de très normal dans le cadre donc, de la Confédération des États du Sahel. L'administration de la justice épouse le rythme de la digitalisation avec comme but le renouveau de la justice malienne. C'est dans le cadre de ce processus que les tribunaux de commerce des régions de Caille et Mopti ont reçu cet après-midi des équipements et matériels bureautiques, une donation du ministère en charge du commerce à travers le projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne. Le reportage de Awadit Makamara. Cette poignée de main n'est pas une formalité, mais un symbole de collaboration et d'engagement envers le système judiciaire. Les tribunaux de commerce de Caille et Mopti bénéficient désormais d'outils modernes qui transformeront leur quotidien, facilitant ainsi un meilleur service pour les citoyens et une justice plus accessible. Le geste est du ministère du Commerce à travers le projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne. Ces matériels sont composés de 4 armoires, un bureau ministériel et son fauteuil, 3 chaises, 6 climatiseurs, 2 réfrigérateurs, 7 rallonges, une table de travail pour ordinateur, 8 rideaux. Je voudrais aussi indiquer que cette donation s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités d'adaptation, de production et d'innovation de l'administration judiciaire et dans l'amélioration continue de la qualité des services et des performances globales des juridictions concernées en termes d'efficacité, de rapidité et de traitement des dossiers. Cet investissement s'inscrit dans une vision plus large de digitalisation du pays. Il vise aussi à moderniser les infrastructures judiciaires et administratives. Le matériel fourni permettra non seulement d'améliorer la gestion des dossiers des affaires judiciaires, mais aussi d'accélérer le processus de numérisation des procédures. La présente cérémonie entre dans le cadre de l'orientation stratégique de mon département, visant à la modernisation effective des juridictions commerciales et à leur dotation en équipement et matériel de travail adéquat. C'est le lieu pour moi de remercier très sincèrement Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce et ses partenaires pour cette importante donation. En somme, le processus de digitalisation est en marche pour le renouveau de la justice malienne. Voilà, le processus de digitalisation est enclenché également dans certains de nos services comme les centres d'état civil, c'est-à-dire les mairies. Désormais, le paiement des certificats de décès, du mariage et de naissance se fait par téléphone sans que les agents ne soient en contact avec l'argent. En vue de s'assurer du bon déroulement de ce nouveau système de digitalisation, une équipe de supervision du département de l'administration territoriale et de la décentralisation s'est rendue dans les mairies de la commune 1, 2 et 3 de Bamako. Le détail avec Aridou Martina et Aruna Diarra. L'usager Mohamed Sissouma venu à la mairie de la commune 2 à Missira pour son certificat de naissance s'est pris d'abord au nouveau processus de paiement de certaines pièces d'état civil instauré désormais dans les services. À partir de son téléphone, il fait le paiement. Donc nale maintenant nana Orange Money agent no sorano ko ma ko warte di mairie agent ma blin ka be sara Orange Money walma Move Money la ko be anani warum sent ni warti kuin abe dépôt ki ga compte la directement ibi ga sara ligue na gouvernement na glin tale ni kan ko sebe aba permettre fen chama be no be dabla
sabula hali ni nana waati dɔ la warimisɛn tɛ sɔrɔ f'i yɛrɛ ka bɔ ka taa warimisɛn ɲini ka na pour que i ka baara ka se ka kɛ a bɛ kɛ sababu ye k'o nɔgɔya jamanaden bɛɛ ka nafa b'o la hali bi ala ka nin baara ala ka taa ɲɛ. Il faut que la population soit informée que ce processus-là a débuté et qu'au niveau de tous les centres secondaires d'état civil, que c'est la même procédure. Tout comme la mairie de la commune 2, la délégation de supervision du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation a pu constater également dans les mairies de la commune 1 et de la commune 3 du district de Bamako l'opérationnalisation de la digitalisation. Depuis que l'opération a commencé, vraiment ça marche très bien. Donc, nous quand même on ne touche pas à l'argent, c'est ça qui nous a été interdit. Avec le contact de monnaie, on a cessé ça. Avec le contact de la monnaie, vous savez, c'est pas facile. Mais quand on fait le paiement directement, ça va au trésor. Nous constatons que l'opérationnalité de cet outil, de la digitalisation, la satisfaction de nos populations sans difficulté. Et les gens se sont appropriés le paiement et ils ont accès à leurs documents de façon très diligente dans les meilleurs délais. L'appel qu'on a lancé aux populations, c'est vraiment de s'approprier cet outil. Malgré quelques difficultés signalées par les agents d'état civil, liées surtout à la transaction par les téléphones souvent lents, le personnel des différentes mairies du district de Bamako visité rassure tout de même l'efficacité du processus. Allons à présent dans les communes 4, 5 et 6 de Bamako pour faire le constat du processus de digitalisation du mode de paiement des services de l'État avec les superviseurs du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. C'est avec Mamadou Fani. Lancé il y a de cela quelques jours par les autorités de la transition, le processus de digitalisation des moyens de paiement des services publics se déroule normalement. Une délégation du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, conduite par le chef de cabinet du ministre, s'est rendue ce matin dans les centres d'état civil des communes 4, 5, 6 du district de Bamako pour superviser le processus. C'est un sentiment de satisfaction en réalité qui m'anime au regard de ce que nous avons vu concrètement sur le terrain. C'est un processus qui n'a pratiquement pas de fin. Nous allons continuer comme ça jusqu'à ce que le processus soit totalement performé et que nous soyons vraiment en face d'un dispositif totalement compris et fluide pour l'ensemble des usagers. Nous sommes très contents, très heureux. D'abord, ça sécurise nous, les collectivités, nos travailleurs, et ça va aussi nous aider à générer beaucoup de ressources. De la mairie de la commune 4 en passant par celle des communes 5 et 6, les difficultés constatées sont le manque de maîtrise des terminaux de paiement des opérateurs téléphoniques par certains usagers ou encore l'adaptation des personnes âgées à ces plateformes de paiement. Des difficultés qui feront l'objet d'une correction par les autorités. Une difficulté, elle est faite pour être gérée et pour être solutionnée. Nous allons voir ces différents aspects avec les différentes sociétés de téléphonie. Parce qu'on ne peut pas rejeter de l'argent, bien loin s'en faut. Et c'est des faits qui sont indépendants de la volonté des usagers. Alors il faut trouver maintenant la formule pour que nous sortions définitivement de ces difficultés auxquelles sont confrontés les usagers. Pour une plus grande réussite de cette innovation, des actions de sensibilisation s'avèrent nécessaires afin d'amener les Maliens à adhérer à la digitalisation des paiements des services de l'État. À travers Mali Mangoro et Yiriwa, l'entreprise SIGEC Agro-Industrie Import-Export installe une usine au Mali, une usine de transformation de mangue d'une capacité de 36 000 tonnes par an. L'entreprise qui a coûté à l'USAID et à ses partenaires maliens plus d'1,5 milliard de francs CFA doit générer 50 emplois directs et 300 indirects. La cérémonie de lancement de Mali Mangoro Yiriwa avec Fadema Keita. Le projet Mali Mangoro Yiriwa, qui est mis en œuvre par l'entreprise SIGEC, Agro-Industrie Import-Export, doit booster ce quatrième produit le plus exporté au Mali. Il envisage 575 000 tonnes de potentialité de production par an, toutes variétés confondues. Cet investissement du secteur privé d'un coût de plus d'1,5 milliard de francs CFA aura certainement un impact socio-économique au Mali. C'est qu'actuellement, ce qui se passe, quand nous partons récolter les mangues dans les vergers, il se trouve que nous devons faire un tri. Et pendant ce tri-là,
nous prenons que les mangues de premier choix. Et quand nous amenons nous-mêmes ces mangues de premier choix-là à l'usine, avant de les mettre en production, il se trouve que nous perdons 30% de notre matière première qui aurait dû être transformée. Avec ce projet, nous allons les valoriser, les mangues de second choix. Nous allons désormais prendre toute la production, toute la récolte que les producteurs vont faire. Nous n'allons plus faire de tri. Ça va augmenter substantiellement le revenu des producteurs. Nous allons pouvoir les transformer en jus, en confiture et en mangue de tranches. Le projet Mali Mangoro Irwa, cofinancé par l'USAID et CIGEC, veut faire du secteur privé moteur de développement de l'agriculture au Mali. Donc elle dit qu'elle soutient ce projet parce que tout simplement ça va développer la chaîne de valeur mangue ici au Mali, mais aussi de soutenir les entrepreneurs locaux et aussi de voir la mangue du Mali exportée à l'extérieur aux États-Unis. Donc ce genre d'initiative pour elle c'est très encourageant et que nous allons continuer à travailler dans le partenariat public-privé ensemble afin de multiplier ce genre de projet. Le développement économique durable, la croissance économique du Mali se fera avec l'industrie ou ne se fera pas. C'est par l'agriculture que le Mali va se développer. Mais il ne s'agira pas seulement de produire, il faut produire, transformer. Les régions de Sikasso et de Bougouni figurent parmi les principales zones de production. C'est ce qui justifie l'implantation de ce projet dans ces zones. Les principales contraintes auxquelles la filière est confrontée aujourd'hui sont, entre autres, la faible capacité de transformation, le manque d'équipements et de matériel approprié, les effets des changements climatiques, le manque de financement et la faible évolution de la mangue, le renforcement des capacités des acteurs, les défis techniques et technologiques, l'accès au marché, mais aussi et surtout les impacts de l'urbanisation sur les vergers. Le général de brigade Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a reçu en audience une délégation du ministère de la Défense de la République de Turquie, une visite qui entre dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux parties, occasion pour la République de Turquie de réaffirmer sa disponibilité à accompagner le Mali sur le plan militaire. Et le général de brigade Daoud Ali Mohamedine a déloué la qualité des relations entre Bamako et Ankara. En collaboration avec la direction de l'information et des relations publiques de l'armée et le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a organisé une session de formation de 500 jeunes. Pendant 2 jours, les jeunes ont échangé autour du thème « Comment utiliser les réseaux sociaux en temps de guerre pour informer ». Cette activité rentre dans le cadre du projet DIRPA et Jeunesse du Mali qui vise à renforcer les compétences des jeunes à contrer la désinformation. Reportage Abdul Karim Kabah. Comment les jeunes du Mali peuvent utiliser les réseaux sociaux de manière efficace à créer un impact positif pour le Mali? C'est tout le sens de cette initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'institution civique et de la construction citoyenne, en collaboration avec la direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA. Dans ce stade, dans notre pays, nous sommes dans une guerre qui est également une guerre informationnelle et communicationnelle. Donc il est important que nous puissions attirer l'attention des jeunes pour leur dire qu'ils ont un important rôle à jouer, mais surtout comprendre les enjeux aujourd'hui. Donc il était important avec la DIRPA que nous remercions vraiment pour leur disponibilité par rapport aux messages qui sont passés, à ce que ces différents messages soient passés au niveau de la jeunesse pour savoir quel est aujourd'hui le rôle qu'ils doivent jouer. En 2 jours, environ 500 jeunes de différentes communes, en rapport avec des experts, ont discuté du thème « Comment utiliser les réseaux sociaux en temps de guerre pour informer ». Nous, aujourd'hui, on peut faire la différence entre les bonnes informations et les mauvaises informations, faire la part des choses. Après cette formation, ça me permettrait également de partager les bonnes informations. Cette initiative du ministère en charge de la jeunesse et des sports, en collaboration avec la DIRPA, va beaucoup renforcer les compétences des jeunes à contrer la désinformation, qui est un défi majeur pour la stabilité du Mali.
Elle a aussi été un bon cadre pour relayer une campagne digitale de soutien aux forces armées maliennes. Cette campagne de désinformation, vous savez, c'est à travers les réseaux sociaux surtout. Et pour pouvoir le combattre, il faut les jeunes, parce qu'ils sont majoritaires sur les réseaux sociaux. Et c'est pour cela que nous avons demandé à 2 groupes. Le premier groupe, c'était hier, le second aujourd'hui, qui sont de profils assez différents, mais qui puissent venir pour comprendre les enjeux et essayer de voir plus tard, dans le cadre de nos activités au niveau du département, à ce qu'on puisse les déployer comme des missionnaires sur le terrain pour aller faire passer, on va dire, prêcher la bonne parole. Aujourd'hui, nous parlons des FAMA. Chaque Malien doit être un FAMA. La session a eu lieu en prélude à la Journée internationale de la jeunesse qui sera célébrée le 12 août prochain avec comme thème la jeunesse malienne dans la lutte contre le terrorisme à travers la digitalisation pour un Mali émergent. Visite du ministre en charge des Affaires religieuses en Arabie Saoudite sur invitation du roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud. Dr Mahamadou Koné a pris part à la 9e conférence des ministres en charge des Affaires religieuses du 3 au 5 août dernier. Une rencontre qui avait pour thème le rôle des ministres des Affaires religieuses dans la promotion des principes de modération et la consolidation des valeurs de modération. Occasion pour le ministre Koné d'animer un panel sur l'extrémisme violent et les causes de la radicalisation des jeunes dans les pays de l'AES. Ici, à Bamako, le réseau des femmes leaders africaines a tenu ce jeudi une conférence sur le thème « La traite des personnes, quel impact sur l'éducation des femmes ». L'initiative se situe dans le cadre de la célébration de la panafricaine le 31 juillet. Occasion également pour le réseau de décerner un prix à des femmes qui se sont fait distinguer par la qualité de leur travail. Une cérémonie présidée par la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Baraki Sawatara et Abdul Salam Bambara pour le compte-rendu. La traite des personnes continue d'exister au Mali, mais sous une nouvelle forme, celle de priver des milliers d'individus de leurs droits fondamentaux. Et ce sont les femmes et les filles qui payent le plus lourd tribut. Cette conférence débat s'articule non seulement autour de la traite des personnes, mais aussi sur l'éducation des femmes et des filles en Afrique. Des sujets qui ont suscité beaucoup d'échanges et de discussions entre participantes et qui se sont soldés par des recommandations. Le renforcement des mécanismes d'alerte et de surveillance pour détecter les violences des droits humains et en l'occurrence la traite des femmes et des filles. Le renforcement des réseaux régionaux et internationaux existants et les doter de ressources financières suffisantes. Des recommandations fortement appréciées par la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. La conférence dont le thème s'intitule « La traite des personnes, quel impact sur l'éducation des filles et des femmes en Afrique ?» est une illustration parfaite de l'engagement de Aoulin pour éveiller les consciences en vue de briser le silence et mettre fin à ces phénomènes qui portent atteinte aux droits humains, dont le droit à l'éducation des filles et des femmes. Occasion également pour le réseau des femmes leaders africaines de célébrer des compétences féminines. Il a décerné le prix Aoulin de l'excellence au féminin à Mme Samake Oumounyari, magistrate, et au général Nema Sagara. Des témoignages sur les 2 Amazones ont mis fin à la cérémonie. Le ministère de la Santé, à travers la cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et les hépatites, était ce jeudi face aux communicateurs pour mieux les édifier sur les hépatites. La conférence est tenue à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites. Environ 90% des cas d'hépatite ne manifestent pas de signes cliniques. C'est pourquoi cette maladie fait beaucoup de victimes chaque année dans le monde. Koumba Sissé. Qu'elles soient virales ou non virales, les hépatites ont une manifestation silencieuse. C'est pourquoi elles font beaucoup de victimes chaque année dans le monde. Au Mali, les taux de prévalence oscillent entre 12,1% et 15,72% pour l'hépatite B, entre 0,55% et 3,3% pour l'hépatite C, selon des études menées dans certains groupes.
Pour monter au créneau, le ministère de la Santé, à travers la cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et les hépatites virales, commémore la Journée mondiale contre les hépatites, célébrée le 28 juillet de chaque année. Cette conférence de presse a pour but d'informer les communicateurs afin qu'ils puissent sensibiliser la population sur cette maladie. Avant que le médicament ne tombe dans le domaine du générique, le médicament devient hyper cher. Et maintenant, le coût de cession du médicament de lutte contre les hépatites est à 3 000. Donc, c'est pour dire que le gouvernement est encore en train de faire des efforts pour qu'on puisse l'avoir le plus bas possible. Ça tombait un peu dans le domaine des assurances, notamment l'amour. Cela va encore réduire davantage. Pour le moment, la gratuité n'est pas à l'ordre du jour, mais nous sommes en train de faire des efforts pour les rendre quand même le plus accessible possible. Le foie est un organe qui détoxifie l'organisme. C'est un organe qui est le seul qui a la capacité de régénérer. Les maladies du foie évoluent de façon très sournoise. Avant l'hépatite A, on guérit l'hépatite B, on guérit l'hépatite C, on guérit l'hépatite D, on guérit l'hépatite E, on guérit d'autres virus de l'hépatite. Mais à condition que le diagnostic se fasse précocement et qu'on puisse agir à temps. L'association SOS Hépatite, créée depuis 2006, est engagée dans les activités de lutte contre la maladie. Les activités de SOS Hépatite, c'est des activités d'information, de formation et de sensibilisation. Dans toutes les régions, nous avons des centres de prise en charge. Auparavant, il fallait venir à Bamako. Pour le conférencier, professeur Anselme Konaté, l'information, le dépistage massif et la vaccination de tous les enfants à la naissance sont aujourd'hui des moyens efficaces de lutte contre les hépatites virales. Le directeur national de l'hydraulique, président de la commission gestion des eaux de la retenue de Sélingué et du barrage de Markala, communique à la date du 6 août 2024. Le niveau d'eau en amont du barrage de Sélingué est de 343,09 mètres IGN. Compte tenu de l'importance des apports d'eau du haut bassin du Sankarani en Guinée et conformément aux consignes d'exploitation, dans le souci d'assurer la sécurité de l'ouvrage, des personnes et de leurs biens, la société Énergie du Mali SA procédera à l'ouverture partielle des vannes du barrage de Sélingué à compter du mardi 13 août 2024 à partir de 10h. Cette situation qui se traduira par des lâchers progressifs d'eau pourrait provoquer en aval une montée très franche des niveaux d'eau du fleuve Niger. Par conséquent, dans le souci d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, les usagers et les populations riveraines du fleuve Niger sont invités à prendre les dispositions idoines pour éviter tout désagrément. Fait à Bamako le 7 août 2024. La région de Gao regorge de potentialités culturelles qui contribuent à la cohésion sociale. C'est dans le but de valoriser cette immense richesse culturelle que les femmes de la communauté noire Keltamachek de Gao ont initié la première édition de leur journée culturelle. On fait le point avec Sambaré Aïdara et Youssouf Samake. Cette première édition de la journée culturelle de la communauté noire Keltamachek de Gao est une initiative qui vise à promouvoir les us et coutumes de la communauté, jadis prospère mais aujourd'hui en voie de disparition. C'est pour montrer à nos frères du Mali que nous aussi en tant que Keltamachek noir, nous avons notre culture, nous avons notre tradition, nous avons notre manière de vivre, nous avons comment nous cultivons, nous avons comment nous mangeons, nous avons comment on peut aller chercher nos sèvres, nous allons aller chercher de l'eau. Tout ça, nous avons la manière dont on parle, on le cherche. C'est ce qu'on a voulu montrer. Danse acrobatique, tagout, takamba, bref, le public a eu droit à presque tout le répertoire musical tamashek. En plus du folklore,
L'art de vie tamashek, notamment culinaire, a été mis en valeur au cours de cette journée. Nous avons eu l'occasion de profiter pour montrer à nos enfants l'habillement traditionnel, nos repas traditionnels et quelques denrées que nous utilisons bien avant qu'on soit dans les villes. Le parrain de l'événement a saisi l'occasion pour lancer un appel de soutien aux forces armées maliennes, eu égard au contexte actuel. Nous invitons les gens à être sereins. Ce que les forces armées sont en train de faire sur le terrain, c'est un combat de bravoure. Nous sommes à un moment où chacun de nous doit apporter sa pierre à l'édifice national. L'État, c'est nous. Donc tous les Maliens doivent être un aujourd'hui derrière leur armée. La première édition de la journée culturelle de la communauté noire Kel Tamashek de Gao aura tenu toutes ses promesses et vivement la prochaine édition. Arrivé ce matin à Ouagadougou, le président Julius Maada Bio de la Sierra Leone a eu un tête-à-tête avec son homologue burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, puis une séance de travail élargie aux deux délégations s'est tenue. Sujet abordé, la situation sécuritaire au Burkina Faso et dans l'espace AES. Le président Maada Bio est le président du mois du Conseil de sécurité des Nations Unies. À ce titre, il dit vouloir mieux comprendre la menace terroriste afin de préparer la prochaine session du Conseil. Siedi Larehien, Tanga Kafango et Draman Guéné. Aéroport international de Ouagadougou. Il est 10 heures. Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, foule le sol burkinabé. À son accueil, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Julius Maada Bio est à sa toute première visite au Burkina, une visite de travail et d'amitié. Les deux hommes d'État se retranchent pour une séance de travail élargie aux deux délégations burkinabè et sierra-léonaise. Le président du mois du Conseil de sécurité des Nations Unies veut s'imprégner de la situation sécuritaire, la menace terroriste qui prévaut au Burkina et dans l'espace sahélien. And I'm coming this late, but it's better late than never. Je suis arrivé un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Cette visite de travail, c'est pour échanger avec le président du Faso sur la question du terrorisme au Burkina Faso et dans le Sahel, voir combien ce terrorisme perturbe la paix dans la région. J'ai eu des échanges approfondis avec le président du Faso et désormais, j'ai suffisamment d'informations dont j'ai besoin en tant que membre de la CEDEAO et aussi en tant que président du mois du Conseil de sécurité de l'ONU. Car dans quelques jours, je serai à New York pour présider le Conseil de sécurité et j'ai besoin d'avoir des outils nécessaires sur ce qui se passe au Burkina Faso et dans la sous-région. Le président Julius Maada Bio a également eu un tête-à-tête avec le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour encore un tour d'horizon de la situation sécuritaire. C'est dans l'après-midi que l'hôte du jour regagne l'aéroport et s'envole pour Freetown, mieux outillé pour le prochain Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé ce matin à la pose de la première pierre d'une unité de production d'argile calcinée et de parking solaire à la zone industrielle de Kosolo dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Ce projet va contribuer à la préservation de l'environnement, la création d'emplois directs et au développement durable du Burkina Faso. Le point avec Salifou Belem et Sekou Zongo. Voici en miniature la future unité de production d'argile calcinée et son parc solaire. Le projet est ici officiellement lancé par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Une nouvelle ère pour l'industrie de cimenterie au Burkina Faso. Cette pose de première pierre qui marque le début de la réalisation de deux projets
notamment l'unité de calcination d'argile et sa centrale solaire, est un engagement en faveur du développement endogène et durable du pays des hommes intègres. Cette initiative est l'illustration parfaite de notre politique d'industrialisation. Il s'agit de prendre la matière première sous notre sol, la transformer ici dans l'unité de calcination, je dirais en matière secondaire, qui va finir maintenant dans la cimenterie en produit fini, qui sera consommé ici au Burkina. Donc c'est tout ce que nous souhaitons, que nos matières premières puissent être transformées sur place. Il y aura beaucoup d'emplois qui seront créés, tant au niveau du jugement exploité, qu'au niveau de l'usine de calcination ici, et aussi au niveau donc de la cimenterie. Et je pense que l'unité solaire qui accompagne doit permettre de baisser les coûts de production. Et nous espérons que dans quelques années, cette technologie qui va se vulgariser permettra de réduire donc les coûts du ciment. C'est ce que nous espérons. Donc c'est un signal fort. Nous les encourageons et nous encourageons donc tous les opérateurs à investir dans ce sens de transformation donc de nos matières premières et inviter les investisseurs étrangers qui doutent encore donc des capacités du Burkina, que le Burkina est une aubaine d'investissement et toutes les commodités sont mises en place pour pouvoir les accompagner. Le Burkina Faso est donc dans une dynamique d'industrialisation tout en tenant compte de la protection de son environnement. L'unité de calcination d'argile va fonctionner exclusivement avec l'énergie solaire et le surplus de l'énergie sera reversé dans le circuit de la Sonabel. La valorisation de matières premières locales en remplacement de la matière importée à coût de devises fortes. L'utilisation d'une nouvelle technologie d'argile calcinée selon les derniers standards du secteur cimentier mondial. La promotion d'une énergie verte et l'augmentation de son ratio dans le mix énergétique du pays. Et enfin, l'accroissement des recettes fiscales de l'État d'un montant de 9 milliards de francs CFA pour les 5 prochaines années. Le coût global de réalisation de cet ambitieux projet est estimé à plus de 33 milliards de francs CFA. Le groupe CIMAF affiche ainsi sa détermination à participer pleinement aux côtés du gouvernement burkinabé la concrétisation des programmes de développement et d'industrialisation. Par la voix de son président, le groupe annonce ici une augmentation de la capacité de production de ses usines pour ainsi accompagner les perspectives de croissance du marché du ciment au Burkina Faso. Au Niger, le ministre du Commerce et de l'Industrie a visité 3 nouvelles unités industrielles, à savoir EcoWaste Solutions, société de recyclage de déchets plastiques en phase de test, Monistil, usine de production de fer à béton en chantier, et la société de fabrication de nattes en plastique du groupe Tambari Trading. Seydou Asman est allé au nom du chef de l'État féliciter et encourager les jeunes promoteurs de ces entreprises. Gérard Abdelaziz et Askou Djibrila. S'enquérir de la situation des nouvelles entreprises créées par des jeunes agréés au Code des investissements. Tel est le but de cette visite terrain du ministre en charge du commerce et de l'industrie de ce mardi 6 août 2024. Il a d'abord conduit à l'unité industrielle de recyclage et de production de sachets plastiques EcoWaste Solutions, située à la zone industrielle. Nous sommes là aujourd'hui pour vraiment accompagner l'État dans ce secteur. Actuellement, nous sommes en phase d'essai. Alors, chaque jour, nous transformons 3 tonnes de déchets plastiques en sachets. Deuxième étape de cette sortie du ministre du Commerce et de l'Industrie, le chantier de construction d'une grande unité de production de fer à béton, Monistil. Le ministre du Commerce et de l'Industrie s'est ensuite rendu à l'unité industrielle de fabrication de nattes en plastique du groupe Tambari Trading, situé dans la même zone. Plus besoin d'importer des nattes en plastique maintenant, grâce au groupe Tambari Trading, qui a déjà créé 50 emplois directs et prévoit l'installation d'une usine de traitement et de transformation de déchets plastiques. Notre but, c'est de lancer sur le marché local des nattes en plastique produites ici au Niger. Et par l'occasion aussi pallier aux problèmes environnementaux. Le PDG du groupe Tambari Trading, Ibrahim Idi Tambari, a à cette occasion rendu un hommage mérité au chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani,
pour les facilités qui lui ont été accordées, qui lui ont permis de concrétiser son projet. Vraiment, c'est un satisfait pour ceux qui ont la journée d'aujourd'hui, effectivement, sur ces visites. Donc, nous les encourageons davantage à faire mieux et à demander aussi d'autres jeunes de venir tirer l'exemple de leurs collègues qui sont là en train de faire vraiment un coup de maître. Il faut noter que le ministre du Commerce et de l'Industrie, Seydou Asman, a, au nom du chef de l'État lors de cette visite, félicité et encouragé les jeunes entrepreneurs et prodigué de sages conseils aux jeunes employés. Ici, au Mali, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale que la période du 6 au 9 août 2024 a été marquée par d'importants succès du NOFAMA sur le théâtre des opérations. Le lundi 7 août 2024, aux environs de 18h30, le poste de sécurité de Kouakourou dans la région de Mopti a fait l'objet d'une attaque terroriste. La réaction de nos forces armées a été foudroyante et les combats très violents se sont poursuivis après le crépuscule avec l'intervention du vecteur aérien FAMA. Le jeudi 8 août 2024, les vecteurs aériens des FAMA ont procédé à une frappe chirurgicale dans la région de Kidal, zone de Tinzaouaten. Au cours de cette opération, un blindé camouflé a été détruit et plusieurs terroristes neutralisés. En outre, nos vaillantes FAMA poursuivent leur lutte triomphale contre les groupes terroristes et leurs alliés. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et de nombreuses caches d'armes détruites. L'état-major général des armées rassure la population de la détermination des FAMA à traquer ces bandits armés et à sécuriser l'ensemble du territoire. Je le disais, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale rencontre le corps diplomatique et des organisations internationales accréditées au Mali au centre de leurs échanges, la création de la Confédération des États du Sahel et les événements de Tinzaouaten. Le ministre sacrifie ainsi un rituel qui consiste à partager avec le corps diplomatique le développement de l'actualité politique du pays, compte rendu à Ousseini Touré. Cette rencontre s'inscrit dans la démarche du département visant à donner l'information de première main aux diplomates. Cela leur éviterait de s'informer sur les réseaux sociaux ne garantissant pas les informations fiables. Notre rencontre d'aujourd'hui aussi n'est pas nouvelle, elle s'inscrit aussi dans le cadre d'échanges réguliers que nous avons souhaités avec tous les membres du corps diplomatique pour que vous puissiez connaître la version, la vision du gouvernement sur ces questions et que vous ne continuez pas à être alimenté par des réseaux sociaux qui, nous savons, ne constituent pas toujours des sources fiables d'informations et que nous puissions aussi avoir des échanges avec vous pour établir un canal de communication, ce qui s'inscrit dans le cadre de notre volonté aussi de continuer à communiquer avec l'ensemble des représentants de pays et d'organisations représentées au niveau du Mali. Deux points essentiels ont fait l'objet de partage avec le corps diplomatique. Il s'agit d'une part de la création de la Confédération des États du Sahel et d'autre part des événements survenus en juillet dernier à Tinzaouaten. Nous avons compris que le travail en commun sur le plan militaire ne sera pas suffisant, puisqu'il fallait travailler pour pouvoir vraiment consolider les liens politiques. Nous avons décidé d'ajouter au pilier défense et sécurité un pilier qui va concerner la nécessité pour nos trois pays de parler d'une seule voix sur la scène internationale. À côté de ces piliers diplomatiques, nous avons aussi estimé qu'il était important d'avoir surtout un pilier qui s'occupe des questions de développement. Une patrouille des forces armées maliennes a subi des attaques de la part de groupes armés terroristes qui opèrent dans la région de Kidal, à la frontière avec l'Algérie. Lors des combats, il est très vite apparu que des éléments terroristes initialement engagés ont bénéficié de renforts importants venant de pays voisins en particulier. C'est ainsi que s'est mise en place une coalition plutôt inédite entre deux organisations qui se sont toujours combattues,
Nous avons aussi noté très rapidement que les équipements et les moyens qui ont été engagés par ces groupes armés terroristes dépassaient le matériel militaire qui est régulièrement connu à la disposition de ces groupes. Ça veut dire qu'il y a eu des éléments nouveaux extrêmement importants qui ont été intégrés à leur dispositif. Quand nous nous interrogions pour pouvoir évaluer la situation et comprendre ce qui s'était réellement passé, je pense que la réponse est très rapidement venue d'un représentant du porte-parole, en tout cas des renseignements militaires ukrainiens, qui a apporté des réponses rapidement à nos différentes interrogations. Parce que ce porte-parole des renseignements militaires ukrainiens a ouvertement et spontanément affirmé que l'Ukraine a apporté son soutien aux groupes armés terroristes qui étaient confrontés aux forces armées maliennes. Dans ma carrière de diplomate, c'était la première fois que je vois une telle reconnaissance, une telle déclaration de la part d'un État. Nous en étions absolument stupéfaits. À leur sortie, les chefs de mission diplomatique affichent leur entière satisfaction. Avec son Excellence le ministre Diop, on a toujours eu des réunions de façon régulière. Et parce qu'on avait demandé ces réunions-là, et le ministre a accepté positivement et avec plaisir, parce qu'on ne peut pas imaginer un ambassadeur accrédité dans un pays aller chercher ces informations sur les réseaux sociaux sans avoir une position officielle du gouvernement. Et aujourd'hui, le ministre Diop, on le remercie beaucoup, nous a mis au courant de 2 développements importants qui concernent le Mali. Il nous a habitués à cet exercice que nous apprécions à sa juste valeur. Beaucoup de choses se disent, se racontent, tout, mais chaque fois qu'il y a un événement, une situation, une information importante, il nous invite et nous livre des invitations. Et nous apprécions beaucoup parce que là, c'est des informations vraiment fiables. Le ministre des Affaires étrangères, qui s'est réjoui de la mobilisation des diplomates accrédités auprès de notre pays, promet de rencontrer régulièrement ses interlocuteurs chaque fois que la situation l'impose. Fin de la coopération entre le Mali et l'Ukraine. Les partis politiques, associations et autres mouvements saluent cette décision des autorités maliennes. Il s'agit de la Confédération des peuples de l'AES, de l'Association des bénéficiaires de la Cité de la Solidarité Sotiba, de l'Association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon, de l'Association pour le développement de Katis Sananfara Extension Fouga, l'Association Sirigne Sigui de Kati Sananfara Extension, de l'Amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali, de la coalition des forces patriotiques, de l'association Bozo Kabou, du Parti Rassemblement malien pour le travail, de l'Alliance des forces démocratiques, de l'Alliance malitanienne, de l'Association pour la défense de la République, soutien à la transition et aux idéaux des 5 colonels de l'initiative islamique. Il condamne avec la dernière énergie cette position de soutien de l'Ukraine aux terroristes. Ils apportent leur soutien indéfectible aux autorités maliennes et par la même occasion, ils présentent leurs condoléances aux familles des victimes des attaques sur les théâtres d'opération. Voilà qui met fin à la page AES. Je l'avais annoncé, le rôle de la Direction générale du contentieux de l'État dans la lutte contre la corruption. Tel est le thème de la journée d'échange tenue aujourd'hui. Le thème constitue un sujet de préoccupation pour cette structure qui, en dehors de sa mission d'exécution des décisions de justice, accorde une importance particulière au recouvrement des condamnations pécuniaires faites au profit de l'État. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre. Reportage Mamadi Kone et Aliou Touré. La lutte contre la corruption s'inscrit en bonne place des actions des autorités de la transition. Une lutte qui trouve d'ailleurs sa justification dans la refondation de l'État en cours.
Elle sape les institutions démocratiques quand elle est mal rendue, ralentit le développement économique et contribue à l'instabilité gouvernementale. Le cas le plus illustratif, je reviendrai, au Mali, le changement de régime est issu de l'injustice, de la justice mal appliquée pendant des années. Finalement, la marmite qui bouillonnait a explosé. La conséquence, c'est que nous nous retrouvons aujourd'hui et tous les Maliens ont le devoir, qu'ils soient parmi ces manifestations, parce que ces manifestations, c'est peut-être 1 million, mais les Maliens sont 22 millions. Ceux qui manifestent, c'est ce qu'ils appellent le peuple. Mais la population du Mali, c'est 22 millions. Et tout ce que nous faisons, nous devons le faire au bénéfice des 22 millions. Conformément aux résolutions des Assises nationales de la refondation, le gouvernement de transition a adopté une stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action. L'adoption de cette stratégie prouve à suffisance l'engagement des autorités de la transition à éradiquer le fléau. En organisant cette journée d'échange, la Direction générale du contentieux de l'État, qui joue un rôle crucial dans la réparation des préjudices subis par l'État, entend être en phase avec les autres acteurs de la lutte contre la corruption. Un exercice qui devrait permettre de prendre en compte les préoccupations et attentes des autres acteurs. Ainsi, au cours de nos échanges de ce matin, la DGCE exposera sa pratique de la défense des intérêts de l'État dans le domaine spécifique de la lutte contre la corruption, ses préoccupations, les difficultés rencontrées dans les procédures et l'exécution des décisions de justice et ses attentes à l'endroit des autres parties prenantes. De même, la DGCE sera à l'écoute des contributions, des suggestions et même des critiques qu'on voudra bien faire. L'objectif pour nous, c'est de parfaire notre travail. À en croire le ministre en charge de la justice, ce cadre permet de capitaliser les expertises. Selon lui, dans la dynamique en cours dans cette lutte contre la corruption, le département a entrepris plusieurs actions qui ont radicalement changé le visage de la justice malienne. Ces efforts ont abouti à l'adoption par le gouvernement de différents textes législatifs et réglementaires, parmi lesquels je citerai la loi numéro 20-21-051 du 29 septembre 2021 portant modification du Code de procédure pénale et instituant le pôle national économique et financier, l'ordonnance numéro 20-22-019 du 20 septembre 2022 modifiée, portant création de l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués, la loi numéro 20-21-051 du 29 septembre 2021, portant modification du Code de procédure pénale et instituant le pôle national de lutte contre la cybercriminalité au niveau du tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako. Après avoir salué la Direction générale du contentieux de l'État pour cette initiative, le chef du gouvernement dira que tous les secteurs sont touchés au Mali par la corruption. Des ateliers se sont fabriqués au Mali. On fabrique des faux diplômes. Des gens se retrouvent dans des fonctions sans aucune qualité parce qu'ils ont des parents dans l'administration, parce qu'ils ont acheté des faux diplômes. Ils s'imposent, tout le monde a perdu. C'était même le directeur a perdu. Mais tout ça, c'est la corruption. Le Premier ministre dit accorder une attention particulière aux conclusions de cette journée de réflexion et d'échange autour du rôle de la Direction générale du contentieux de l'État dans la lutte contre la corruption. À noter que la Direction générale du contentieux de l'État est un service public chargé de la défense des intérêts de l'État et ses représentations devant les instances juridictionnelles. Pas moins de 60% des maladies infectieuses émergentes notifiées dans le monde proviennent des animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages. La santé animale constitue donc un enjeu fondamental pour la santé humaine. Contribuer à la maîtrise des pathologies animales au Mali, c'est la principale raison d'être du laboratoire central vétérinaire. Parmi ses missions, la production de vaccins, le diagnostic des maladies animales ou encore le contrôle de qualité des denrées. Je vous propose d'écouter sur ce sujet le docteur Boubacar Madio, dit Aladiogo Maïga, le directeur général du laboratoire central vétérinaire. Il est l'invité de la semaine sur notre antenne. Il répond aux questions de Yaya Konaté. Le contrôle des denrées alimentaires, c'est très important. En matière de sécurité sanitaire des aliments, il est très important d'avoir un dispositif de contrôle. Et une bonne partie des activités du laboratoire central vétérinaire sont centrées sur le contrôle
des aliments, des eaux, des boissons et même le contrôle de la qualité de l'environnement. C'est que les aliments, dès qu'ils arrivent au laboratoire, on prend rapidement une disposition pour les analyser au niveau du laboratoire de bactériologie alimentaire, dont on a eu un appui pour mettre en place carrément un laboratoire qui est spécialement dédié à l'analyse des aliments au niveau du laboratoire. Oui, mais quand nous parlons de denrées d'origine animale, nous parlons de quoi concrètement? Voilà, de quel aliment? Donc, si on parle de denrées d'origine animale, c'est qu'il faut entendre tout ce qui est produit et tissus animaux. Produit, c'est-à-dire que le lait, c'est un produit animal. Si on parle de tissu, la viande, c'est un tissu animal. Donc, tout ce qui est produit, le miel, c'est un produit animal. Donc, la viande, le poisson, le lait, tout ça, c'est des produits de consommation courante et il faut maintenir le contrôle. Quand c'est produit localement ou même quand ça vient de l'extérieur? Que ça soit produit localement, on a les habilités pour faire le contrôle. Et quand ça vient de l'extérieur aussi, on a les habilités pour faire le contrôle. En plus, ce que le laboratoire fait en dehors de ça, c'est qu'on vérifie aussi les résidus, on recherche les traces des médicaments vétérinaires, les résidus d'antibiotiques dans les produits et tissus animaux, les laits, les œufs, le miel. On recherche aussi, en plus des résidus des médicaments vétérinaires, on recherche aussi les résidus des pesticides. Donc, tous ces résidus-là cumulés font qu'aujourd'hui, on a des maladies, un certain nombre de maladies métaboliques qui sévissent, dont il est difficile de diagnostiquer, mais il faut vraiment veiller sur la sécurité sanitaire des aliments. Et ça, pour le faire, il faut vraiment contrôler la qualité des aliments que nous consommons. Voilà l'invité de la semaine à suivre dans nos programmes ce soir après le PMU Mali. La nouvelle est tombée en fin d'après-midi. Issa Hayatou, l'ancien président de la CAF, est décédé ce jeudi à l'âge de 77 ans. Il était également président intérimaire de la FIFA. À la tête de ces deux institutions, Issa Hayatou a marqué l'administration du football africain et mondial. Le parcours de l'homme avec Sidagatou Sissé. L'enfant de Garoua nous quitte ce jeudi à 77 ans à Paris en France, à un jour près de son 78e anniversaire. Il est né le 9 août 1946. Rien n'était prédestiné à Issa Hayatou de marquer l'administration du football africain et mondial. Il était un ancien athlète du 400 et du 800 mètres et un ancien basketteur. L'homme suit son destin. Il devient secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, gravit les échelons et s'installe en qualité de président de la dite fédération. C'est le début de l'ascension en intégrant le comité exécutif de la CAF. En 1988, Issa Hayatou est porté à la tête de la CAF. Il y reste jusqu'en 2017 avec un lot de réformes saluées par tous. Hayatou aura passé 29 ans au sommet du football africain. Connaissant les rouages de la FIFA, Hayatou est propulsé président par intérim le 8 octobre 2015 à la suite de la suspension de Sepp Blatter. Il dirige la FIFA jusqu'au congrès extraordinaire électif portant Gianni Infantino au perchoir. C'est sous son règne que l'Afrique organise la première Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud. Issa Hayatou et le Mali, c'est une longue histoire d'amour et de fraternité. Il est citoyen d'honneur de la ville de Koulikoro. En tirant sa révérence ce 8 août 2024, Issa Hayatou restera à jamais une figure de l'administration du football africain et mondial, disons du football tout court. Voilà le monde du football en deuil, qu'il repose en paix. Et c'est tout pour ce soir. Retrouvez demain 13h Abdoulaye Sako et à 20h Kadigatou Kone. Bonne suite de programme sur votre télévision nationale.